Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration vraiment stupéfiante basée sur une enquête de la rédaction de Block News qui date de mars 2026. Cette enquête qui vient complètement briser l'illusion la plus tenace de notre époque, je trouve. Bonjour. Oui, c'est clair. C'est une enquête qui remet pas mal de choses en perspective. Exactement. Parce que, quand on imagine le cœur d'Internet aujourd'hui, on pense toujours à un espèce de nuage, le fameux cloud immatériel, ou alors on visualise des données qui flottent miraculeusement dans l'air. C'est ça, ou alors on pense direct aux immenses campus ultra-modernes de la Silicon Valley, avec des baies vitrées et du soleil. Voilà. Et pour ceux de notre auditoire qui écoutent en ce moment même cette version podcast audio calibrée pour Spotify, peut-être dans les transports ou en faisant du sport, dites-vous bien que les données que vous consommez là tout de suite, elles viennent pas du ciel californien. Ah non, pas du tout. La réalité géographique de notre monde hyperconnecté est beaucoup plus brute, et d'une certaine manière, fascinante d'ironie en fait. Complètement. Le centre névralgique par lequel transitent toutes nos vies modernes se cache derrière une clôture métallique très discrète, balayée par le vent et la pluie de la mer du Nord, en plein cœur de la zone industrielle des Dunes, à Calais. Ouais, à Calais. C'est quand même fou quand on y pense. Notre mission pour ce décryptage aujourd'hui, c'est de percer le mystère de cette usine, Alcatel Submarine Networks, qu'on appelle ASN. Pour donner d'emblée la mesure de l'enjeu à ceux qui nous écoutent, sans les lignes de production de ce site précis, il n'y a tout simplement pas de messages WhatsApp qui partent à l'autre bout du monde. Et les flux financiers internationaux s'arrêtent net. Les plateformes de streaming s'éteignent. C'est vraiment l'infrastructure physique qui soutient 99% des communications mondiales intercontinentales. 99%. C'est dingue. Et le paradoxe est là, en fait. On vit avec cette impression d'un monde sans fil. Tout passe par le Wi-Fi ou la 5G locale, alors qu'en réalité, la quasi-totalité du trafic mondial finit par plonger sous la surface de l'océan à travers des câbles très physiques. Exactement. Des gros tuyaux au fond de l'eau. Décortiquons tout ça, parce qu'avant même de comprendre pourquoi ce site calaisien est devenu l'épicentre d'une vraie guerre géopolitique de l'ombre, il faut s'attarder sur l'échelle de ce qui s'y fabrique. Les chiffres de l'enquête donnent juste le vertige. Oh oui, les dimensions sont hallucinantes. On parle d'un complexe de 50 000 m², 11 bâtiments, 600 salariés. Et l'enquête de Block News mentionne un détail technique ultra surprenant. C'est la plus grande usine connectée en 5G de toute l'Europe, avec 59 antennes privées. Ouais, 59 antennes juste pour eux. Mais pourquoi une usine qui fabrique de vieux câbles sous-marins a besoin d'un réseau 5G interne aussi massif? Ça semble un peu contre-intuitif, non? Alors, c'est pas des vieux câbles du tout. C'est une question de physique et de précision extrême. En fait, il faut imaginer le processus de fabrication. On manipule des milliers de kilomètres de fibres optiques, et tout ça est enroulé et assemblé en continu par des bras robotisés gigantesques. Ah ouais, des énormes robots d'usine classiques, quoi. Voilà. Et ces machines colossales doivent être synchronisées à la milliseconde près. Si un robot tire un tout petit peu trop fort ou s'il y a un décalage de tension d'une fraction de seconde sur la ligne de production, la fibre de verre, qui est plus fine qu'un cheveu humain, je le rappelle, elle se brise à l'intérieur du câble. Plus fine qu'un cheveu humain. Ah oui, donc si ça casse à l'intérieur, c'est impossible à réparer sans tout recommencer, j'imagine. C'est ça, le câble entier peut être compromis. Et ça représente des millions d'euros de pertes directes et des semaines de retard. Donc ce réseau 5G privé, avec ses 59 antennes, il garantit une latence ultra faible. Les machines communiquent entre elles en temps réel sans la moindre micro-coupure. Ce qui serait impossible avec un réseau Wi-Fi de base, j'imagine. Ah complètement impossible, surtout dans un environnement industriel saturé de métal et d'interférences électromagnétiques de partout. D'accord, donc la technologie de pointe sert à protéger un processus de fabrication d'une échelle titanesque, parce que le volume total qu'il sort est hallucinant. C'est le mot. Si on prend le réseau mondial actuel de câbles sous-marins actifs, l'enquête dit qu'on tourne autour de 1,4 million de kilomètres. Et sur ce total mondial, l'usine ASN de Calais, à elle seule, en a produit et posé plus de 800 000 kilomètres. Ce qui est fascinant ici, c'est que pour visualiser ce chiffre vertigineux de 800 000 kilomètres, c'est l'équivalent de 20 fois le tour de la Terre. 20 fois? 20 circonférences terrestres déroulées au front des abysses. Et tout ça issu de cette unique zone industrielle du Pas-de-Calais. C'est fou. Et c'est là qu'il faut vraiment dissiper notre illusion. Le mot câble est super trompeur en fait. Pour n'importe qui, moi le premier, un câble c'est un gros tuyau en plastique noir. Mais quand on regarde la coupe transversale détaillée dans notre dossier, c'est une merveille d'ingénierie qui superpose des trucs complètement contraires.
Oui, d'un côté, on a l'extrême délicatesse de la fibre optique, et de l'autre, un blindage capable de résister littéralement à l'apocalypse. Ouais. Le cœur du système est d'une fragilité absolue. On y trouve ces fameux brins de verre ultra purs, et à l'intérieur de ces minuscules canaux circulent des lasers qui envoient des impulsions lumineuses modulées à des fréquences de l'ordre du térahertz. C'est littéralement de la lumière qui transporte nos données. Mais attendez, la lumière, même si c'est issu d'un laser hyper puissant, elle finit forcément par perdre en intensité si on l'envoie à travers des milliers de kilomètres de verre, non? L'océan Atlantique, ça fait des milliers de kilomètres de large. Bah oui, c'est exactement le nœud du problème technologique. La lumière subit ce qu'on appelle une atténuation. Et pour contrer ça, il faut installer ce qu'on appelle des répéteurs tous les 60 à 100 km le long du câble sous-marin. D'accord. Ces répéteurs, c'est des boîtiers très sophistiqués qui captent le signal lumineux affaibli, l'amplifient et le renvoient vers le tronçon suivant. C'est comme une immense course de relais optique au fond de l'eau. Mais pour que ces boîtiers fonctionnent à 4000 mètres sous l'eau, il leur faut de l'énergie, non? On peut pas juste brancher une multiprise au milieu de l'Atlantique. D'où la structure complexe du câble que vous évoquiez tout à l'heure. Autour des fibres de verre, qui sont enfermées dans un tube d'acier étanche, on extrude un énorme conducteur en cuivre massif. Du cuivre pur? Ouais. Et ce cuivre transporte un courant électrique continu de plusieurs milliers de volts depuis les stations terrestres. C'est ça qui alimente chaque répéteur de la chaîne. Et par-dessus ce cuivre, on ajoute l'armure, donc des fils d'acier torsadés qui sont parfois doublés ou triplés selon la profondeur de l'eau. Pour résister à quoi? Pour résister aux ancres des navires de pêche qui raclent le fond, aux morsures de requins, oui, ça arrive, et aux glissements de terrain sous-marins. Et enfin, on scelle le tout dans une épaisse gaine de polyéthylène imperméable. Donc, si je résume, on a un cheveu de verre traversé par des lasers de l'épaisseur d'un atome, entouré de cuivre sous très haute tension, blindé par de l'acier et du plastique, et le tout conçu pour survivre à une pression écrasante pouvant aller jusqu'à 8000 mètres de profondeur. C'est un truc de science-fiction. C'est complètement ça. Mais comment est-ce qu'on transporte un objet aussi lourd, rigide et infiniment long de l'usine jusqu'à la mer? On le met pas dans des camions quand même, hein? Ah non, impossible. L'une des plus grandes forces de ce site de Calais, et ce qui est fascinant ici, c'est son intégration verticale totale, unique au monde. Le câble n'est absolument jamais coupé en morceaux. Jamais. Non, il sort de la chaîne de production en un seul fil ininterrompu et il glisse le long de portiques géants qui traversent physiquement la zone industrielle en l'air pour aller se déverser directement dans les cuves des navires câbliers d'ASN. Directement dans les bateaux. Voilà. Des bateaux comme l'île de Bréa, par exemple, qui sont amarrés juste à côté de l'usine. Le chargement d'un seul navire peut prendre plusieurs semaines de flux ininterrompu. Ensuite, le bateau part en mer et dépose délicatement ce fil continu au fond de l'océan. Incroyable. Mais du coup, pourquoi Calais? C'est une vraie question légitime qu'on peut se poser. Si cette usine détient un quasi-monopole naturel sur la colonne vertébrale de l'économie mondiale, on se demande pourquoi ça s'est développé là et pas ailleurs. Surtout que l'histoire remonte super loin. L'enquête mentionne l'année 1858. Oui, 1858, ça marque la pose du tout premier câble télégraphique transatlantique entre l'Irlande et Terre-Neuve. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas de fibre optique ni de plastique. J'imagine bien. Le câble en cuivre était isolé avec de la gutta-percha. C'est une gomme naturelle issue d'arbres d'Asie du Sud-Est qui avait la propriété unique de ne pas se dégrader dans l'eau de mer, contrairement au caoutchouc classique. Et Calais était géographiquement et industriellement prédestiné à devenir le centre de tout ça. Géographiquement, on comprend assez vite. C'est le point le plus étroit de la Manche. Il y a à peine 34 km jusqu'à Douvres. Donc c'est la porte d'entrée naturelle vers l'Angleterre et vers le reste de l'Atlantique. Mais industriellement, pourquoi EJ? Eh bien, Calais possédait une tradition ouvrière historique énorme dans le textile, notamment la célèbre dentelle de Calais et la tréfilerie, donc le travail des fils métalliques. Et l'art de tresser des fils, de les étirer, de les gainer, c'est hyper naturellement transposé de l'industrie textile à celle de la fabrication de câbles sous-marins. Ah, c'est brillant. Oui, le savoir-faire des ouvriers s'est tout simplement transmis de génération en génération. Pourtant, malgré ce monopole technologique et cette situation géographique ultra idéale, l'entreprise a bien failli couler. En lisant l'historique de l'usine, on voit qu'elle est passée par Alcatel pour finalement atterrir dans les mains du groupe finlandais Nokia en 2015. Et là, c'est le coup de frein brutal. Ouais. Le marché des télécommunications a ses propres cycles
Et pour Nokia, la priorité stratégique de la dernière décennie, c'était absolument le déploiement des réseaux mobiles terrestres. Les antennes, quoi. C'est ça, la vente d'antennes relais et d'infrastructures 5G de surface pour les opérateurs de téléphonie. Les câbles sous-marins, c'était vraiment plus leur cœur de métier du tout. Donc l'usine de Calais s'est retrouvée isolée stratégiquement, les budgets de recherche et développement ont été gelés, l'outil industriel a commencé à stagner de façon inquiétante. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'intervention de l'État français le 5 novembre 2024. Il y a un rachat de 80% du capital par l'État, laissant seulement 20% à Nokia, et les déclarations gouvernementales de l'époque sont hyper claires. C'était pas du tout un plan de sauvetage social classique pour une usine en faillite. Le terme employé par les ministres devant le Sénat, c'est un impératif de souveraineté. Totalement. La prise de conscience a été brutale au sommet de l'État. Il leur est apparu inconcevable de laisser le centre névralgique des communications intercontinentales dépérir ou pire, passer sous contrôle extra-européen. Surtout pas. Paris. La souveraineté numérique, on comprend que ça consiste pas seulement à faire de belles lois sur la protection des données. Ça consiste d'abord à maîtriser physiquement l'usine qui fabrique le gros tuyau dans lequel passent toutes ces données. Surtout qu'au moment même où Nokia se désintéressait du site, la demande mondiale, elle, explosait littéralement. Les rapports de l'enquête indiquent une croissance du trafic de données de 33% par an, un tiers de volume en plus chaque année. C'est colossal. C'est une croissance qui est portée par deux choses. L'essor fulgurant de l'intelligence artificielle générative d'un côté et l'expansion continue des architectures cloud de l'autre. Les énormes centres de données qui poussent partout sur la planète doivent constamment synchroniser des pétaoctets d'informations entre les continents. Et c'est là que la dynamique de tout le marché s'inverse de manière spectaculaire, je trouve. Pendant des décennies, ce sont les opérateurs de télécommunications traditionnels, genre Orange ou AT&T, qui posaient les câbles et louaient de la bande passante. Mais aujourd'hui, les GAFAM, donc Google, Meta, Microsoft, ils ont tellement de besoins de débit qu'ils financent et construisent leurs propres câbles. Exactement. L'exemple cité dans l'enquête, c'est le fameux câble Amitié, qui est financé en très grande partie par Meta et Microsoft. Et ça illustre parfaitement la situation paradoxale. Ces multinationales américaines surpuissantes qui valent des milliers de milliards de dollars à Wall Street, elles dépendent entièrement du savoir-faire séculaire de 600 ouvriers du Pas-de-Calais pour pouvoir connecter leurs propres serveurs entre eux. C'est un rapport de force extrêmement particulier, on est d'accord. Tout le monde numérique actuel dépend d'une manufacture physique française. Et c'est justement cette centralisation extrême de la compétence qui nous amène à la partie la plus sombre de l'analyse. Oui, on y vient. Parce que produire la meilleure technologie de communication au monde est une chose. Mais une fois que le câble repose bêtement au fond de la mer à des milliers de kilomètres de toute surveillance humaine possible, il devient une cible d'une vulnérabilité criante. Et nous entrons effectivement de plein pied dans la dimension géopolitique de ce dossier, la fameuse guerre hybride. L'enquête de Block News dresse un bilan glaçant sur ce point. Depuis octobre 2023, plus de 12 câbles sous-marins ont été mystérieusement sectionnés en mer Baltique. 12, c'est énorme. Des ruptures soudaines entre la Finlande et l'Allemagne, ou encore entre la Lituanie et la Suède, et statistiquement, autant d'incidents majeurs concentrés au même endroit en si peu de temps, ça peut plus du tout être mis sur le compte des ancres de chalutiers maladroits. Non, l'accident n'est plus crédible. D'ailleurs, les rapports de renseignements occidentaux mentionnés dans les sources établissent des corrélations très précises de manière très factuelle. Ils pointent spécifiquement vers le GOUJI. Le GOUJI, c'est ça, hein. Oui, c'est la direction principale de la recherche en haute mer du ministère de la Défense russe. En gros, c'est une unité militaire d'élite extrêmement secrète. Et cette unité opère des navires très particuliers, dont le fameux navire océanographique Yantar. Voilà le Yantar. Officiellement, c'est un bateau dédié à la recherche scientifique et océanographique, mais sa configuration technique raconte vraiment une autre histoire. Bien sûr. Il est lourdement équipé pour mettre à l'eau des mini-sous-marins habités et des véhicules sous-marins téléopérés qui sont capables d'opérer à des profondeurs extrêmes, des endroits où les plongeurs militaires classiques ne peuvent absolument pas survivre. Et les données de navigation recensées dans les rapports de l'enquête montrent que le Yantar a été repéré et d'ailleurs expulsé des eaux territoriales britanniques juste avant le début de cette vague de sectionnement de câbles en mer Baltique. Surtout que ces manœuvres sous-marines de l'ombre sont accompagnées d'une rhétorique officielle très agressive en surface. Les sources rappellent les déclarations de Dmitri Medvedev, l'ancien président et vice-président du Conseil de sécurité russe, qui menaçait ouvertement de détruire les câbles de télécommunication de ce qu'il qualifie, je cite, d'ennemis de la Russie. Donc il y a l'outil, l'opportunité, sur zone et la menace verbale explicite.
Si l'on relie ça à une vision plus globale, c'est une doctrine très classique des conflits asymétriques modernes. Il ne s'agit pas du tout de déclencher un acte de guerre frontal hyper violent qui obligerait l'OTAN à riposter militairement avec des missiles. Ouais, c'est un peu comme un cambrioleur professionnel qui s'introduirait la nuit dans un quartier hyper résidentiel. Comment ça? Bah le gars, il vole pas la télévision, il casse rien de valeur. Il se contente de crocheter silencieusement les serrures de toutes les portes d'entrée du voisinage, puis il repart. Le but, c'est pas le vol immédiat de la télé. C'est de laisser un message psychologique terrifiant en disant « Je peux entrer chez vous quand je veux, la nuit, et vous m'avez même pas entendu arriver ». Ah, c'est une très bonne métaphore. Dans la terminologie militaire, c'est l'essence même de la guerre hybride. On teste la résilience et les nerfs de l'adversaire. En coupant un câble en mer Baltique, de temps en temps, on génère de l'incertitude dans tout le système. Et on mesure les temps de réaction. Exactement. Ces sabotages tactiques permettent de chronométrer la réponse logistique occidentale. Combien de temps mettent les marines européennes pour localiser la rupture exacte du câble? Combien de semaines il leur faut pour acheminer un navire spécialisé civil et rétablir la connexion Internet? C'est de la prise de mesure. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour nous? Face à cette menace existentielle qui vise l'artère jugulaire de notre économie, la réaction occidentale ne s'est pas fait attendre, heureusement. L'enquête détaille riposte organisée sur 2 fronts massifs. Le premier front, il est purement militaire et il a été initié lors du sommet de l'OTAN d'Helsinki en janvier 2025. La mission était claire pour l'Alliance, il faut verrouiller la mer Baltique. La France, par exemple, a déployé d'importants moyens de surveillance sur zone. On parle notamment du chasseur de mines Croix du Sud et du fameux avion de patrouille maritime Atlantique 2. Ah oui, l'implication de l'avion Atlantique 2 est hyper significative dans ce dossier. C'est vraiment un fleuron de la lutte anti-sous-marine française. Il est truffé de capteurs acoustiques de pointe, de bouées sonars et de radars de surface. Et l'anecdote révélée par les sources est très révélatrice du climat de tension sur place. Ah oui, le verrouillage radar. Ouais. Dès ses toutes premières heures de patrouille au-dessus de la zone baltique, l'avion français a été délibérément verrouillé par les systèmes de ciblage des radars côtiers russes S-400. Juste pour faire peur. Le message radar était sans équivoque en gros. C'était « Nous savons que vous nous regardez depuis le ciel et nous avons des missiles solaires braqués sur vous ». C'est une vraie partie d'échec à très haute tension. Très haute tension, oui. Mais au-delà des manœuvres purement militaires, le second front de cette riposte se joue sur le plan industriel. Et ça nous ramène directement à l'usine ASN de Calais. Parce que la grande annonce qui secoue l'industrie en ce moment suite à ce rachat par l'État, c'est ce plan d'investissement massif de 100 millions d'euros qui a été débloqué par ASN d'ici 2028. Quand on regarde les détails du dossier, à quoi vont servir concrètement ces 100 millions d'euros ? Eh bien, cet investissement vise une modernisation totale et une vraie extension physique des capacités de production. Il y a notamment de nouvelles infrastructures logistiques prévues dans le secteur de Greenwich, près de Londres, pour fluidifier l'acheminement. L'objectif technique, c'est aussi de développer des câbles de nouvelle génération, capables d'intégrer une densité de fibre optique toujours plus grande. Il faut bien éponger cette fameuse croissance mondiale du trafic de 33% par an dont on parlait. Absolument. Ça concerne la résilience opérationnelle, c'est-à-dire la capacité de réparation d'urgence de l'entreprise. Parce qu'effectivement, on l'a un peu évoqué, mais ASN ne fait pas que produire du câble neuf en usine, elle répare aussi l'existant. L'entreprise possède ses propres navires câbliers dédiés à la maintenance, comme l'île d'Ouessant ou l'île de Molène, par exemple. Mais j'ai beaucoup de mal à me représenter l'intervention concrète. Comment est-ce qu'on répare un petit fil de verre cassé au fond de l'océan? On n'en voit quand même pas des pauvres plongeurs à 8000 mètres de fond. Non, l'être humain serait écrasé instantanément. C'est un processus logistique et technique d'une complexité ahurissante. En gros, le navire réparateur doit d'abord se positionner exactement au-dessus de la zone de rupture repérée. Et il doit rester parfaitement immobile en luttant contre les courants marins et la grosse houle, grâce à des propulseurs dynamiques contrôlés par ordinateur. Ça bouge pas d'un centimètre, quoi. C'est ça. Ensuite, l'équipage fait descendre un énorme grappin métallique au bout d'un filin d'acier gigantesque pour littéralement draguer à l'aveugle le fond de l'océan. Le grappin doit accrocher le câble sectionné dans la boue sous-marine et le remonter à la surface. Mais la tension physique sur le câble doit être phénoménale quand on soulève des kilomètres d'acier et de cuivre depuis le fond de l'océan Atlantique. Ça doit peser des centaines de tonnes. C'est effrayant. La physique des matériaux est poussée à ses limites absolues pour que le câble ne casse pas une deuxième fois en remontant. Et une fois que les 2 extrémités cassées sont remontées à bord du navire de réparation, c'est là que la magie opère. Sur le pont du bateau? Non, à l'intérieur.
dans une salle blanche, stérile, complètement isolée des vibrations du moteur du bateau. Des ingénieurs en combinaison vont procéder à ce qu'on appelle l'épissure. Ils doivent souder au laser chaque petit brin de fibre optique microscopique avec une précision absolue. En pleine mer. En pleine mer. Puis ils doivent reconstituer le tube d'acier autour, rétablir la grosse connexion de cuivre pour faire passer le courant haute tension et recouler à chaud la gaine de protection en polyéthylène, avant de redéposer le tout à l'eau. C'est un travail d'orfèvre au milieu des vagues. Et le temps que prend cette opération chirurgicale navale change drastiquement en fonction du terrain, d'après les sources. L'enquête précise que dans la mer Baltique, qui est relativement peu profonde et très proche des côtes, un navire d'ASN peut intervenir et colmater la brèche en 5 à 15 jours en moyenne. Oui, la Baltique, c'est gérable. Mais si le Djewidji russe ou n'importe quel autre acteur malveillant décide de saboter un câble au beau milieu de la faille médio-atlantique, Ah bah là, on ne parle plus du tout de jours, on parle de mois. Localiser la coupure exacte sous 6000 mètres d'eau noire, braver les tempêtes océaniques de l'Atlantique Nord, remonter le câble depuis les abysses glaciales. C'est une opération titanesque. Donc l'investissement de 100 millions d'euros de la France sert aussi à muscler cette flotte d'intervention d'urgence. Parce qu'il faut savoir qu'ASN détient un quasi-monopole sur ces réparations complexes pour toute l'Europe. et au-delà des considérations purement financières de rentabilité, c'est un message politique très lourd. Cela soulève une question fondamentale, en effet. L'Europe, à travers cette action de l'État français, refuse officiellement de sous-traiter la maintenance de son propre système nerveux central à des puissances étrangères. En reprenant le contrôle total de l'usine et en y injectant des capitaux massifs de 100 millions, l'État français et l'Europe signifient au reste du monde que la souveraineté numérique ne se négocie plus sur le marché ouvert. Elle s'ancre dans la réalité d'une usine métallurgique et optique du nord de la France. C'est exactement ça. Et c'est vraiment la grande leçon de cette plongée dans les sources de Block News. Je trouve qu'on prend la connectivité instantanée trop pour acquise. Envoyer un courrier complexe, lancer une visioconférence en HD, utiliser le cloud pour sauvegarder les photos de ses enfants, tout cela nous semble complètement éthéré, magique. Mais derrière cette magie du quotidien, il y a le bruit assourdissant des tréfileuses industrielles, il y a la sueur de 600 ouvriers calaisiens en bleu de travail, et il y a des marins qui affrontent la houle de l'Atlantique Nord en plein hiver pour poser du verre et de l'acier au fond de l'eau. Le réseau d'Internet est une entité physique, tangible, mortelle et qui est soumise à l'usure de l'eau salée et au sabotage militaire. C'est le triomphe de l'ingénierie lourde sur notre illusion de l'immatériel. L'Internet obéit strictement aux mêmes lois géopolitiques impitoyables qu'un vieux réseau de gazoducs pétroliers ou que les routes commerciales maritimes de l'époque des épices. C'est une excellente comparaison et justement, avant de conclure cette analyse détaillée, les documents que nous avons épluchés soulèvent une dernière réflexion un peu géométrique qui donne vraiment le frisson, je trouve. On parle depuis le début de l'émission de gros navires de guerre, d'avions de chasse Atlantique 2, de radars ultra-puissants S-400 et de sous-marins furtifs qui se traquent dans les profondeurs ténébreuses de la mer Baltique. On déploie des moyens militaires colossaux pour surveiller le grand large et les abysses. Oui, le domaine sous-marin profond est vraiment devenu le tout nouveau théâtre de la confrontation directe entre grandes puissances mondiales. Ouais. Mais tout ce matériel de très haute technologie posé au fond de l'eau à 8000 mètres, il finit bien inévitablement par remonter à la surface pour se connecter aux infrastructures terrestres, aux centres de données. Et où est-ce que ces fameux milliers de kilomètres de câbles atterrissent concrètement dans cette région du nord de la France? Sur les plages. Et oui, ils atterrissent sur de simples plages de sable. Les fameux points d'atterrissage, le terme technique de l'industrie, ils se trouvent enfouis sur le sable de la côte d'Opale, à Sangatte, à Ouessant, à Audressel, des noms de petits villages côtiers hyper tranquilles. C'est là où la pression écrasante des abysses, c'est de la place à l'air libre et aux mouettes. Exactement. Et c'est là que le contraste est, honnêtement, le plus absurde de toute cette histoire. Pendant que les marines militaires des superpuissances patrouillent au grand large avec des frégates pour empêcher des sous-marins espions d'approcher des câbles, la continuité de ces mêmes câbles repose sous quelques petits mètres de sable fin. Des plages magnifiques qui sont ultra fréquentées par les promeneurs le dimanche, par les familles qui mangent des glaces en été. C'est vrai que le contraste est saisissant. Mais où il suffit presque d'une grosse pelle de chantière ou d'un tractopelle volé pour atteindre l'artère principale de l'économie mondiale.
Si les grands fonds marins sont une forteresse militarisée surveillée par des sonars de dernière génération, ces quelques mètres de littoral ouverts à tous les vents et sans aucune clôture ne sont-ils pas le talon d'Achille le plus évident et paradoxalement le moins bien gardé de toute notre civilisation hyperconnectée? C'est vertigineux comme question. Et c'est toute l'asymétrie de la sécurité moderne condensée en une seule image visuelle très forte. On verrouille la grosse porte blindée au fond de l'océan avec des sous-marins nucléaires, mais on oublie parfois que la fenêtre du rez-de-chaussée, sur la plage publique, reste une vulnérabilité exposée à la vue de tous les passants. Eh bien voilà de quoi donner matière à réflexion à toutes les personnes de notre auditoire qui se promèneront sur la côte cet été et qui regarderont l'horizon maritime la prochaine fois. Dites-vous que l'infrastructure la plus invisible, mais la plus indispensable de notre époque moderne, est littéralement enfouie juste sous vos pieds dans le sable. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette analyse approfondie. C'est une invitation permanente à questionner la réalité physique et industrielle qui se cache lâchement derrière les écrans lisses de notre quotidien. À très bientôt pour un nouveau décryptage au cœur de nos sources d'information.